C'est parti. T'as même des panneaux acoustiques. Ouais, Oula, il y a le studio de musique qui il y a arrive. le studio de musique qui arrive. Ça, c'est bon. Multifonction. Allez, c'est parti. Bienvenue Nico. Salut Martin, merci de m'accueillir, ça fait super plair. On avait parlé de ce podcast. Ça fait longtemps. Ça se réalise. Ouais, je pense que ça va faire 2 ans qu'on parle de ça. C'est vrai. Je suis bien content, c'est la première fois en plus que je suis invité dans un podcast. Ouais. Et encore plus à Montréal, qui est maintenant ma ville de cœur, quoi. C'est là où j'habite, donc je suis content de faire des activations ici chez moi. T'es souvent à Montréal ou t'es toujours en tournée donc Ouais, on est là pour des raisons familiales. On voit un peu mon petit garçon qui habite ici, mais maintenant, de plus en plus, on est en dehors de la ville. Hein. Mais ça reste quand même... pour moi, tout ce qu'on fait maintenant en musique, j'ai quand même l'impression que c'est la ville la plus dynamique autour de moi. J'ai réussi à me faire aimer par les gens ici à Montréal, donc c'était vraiment trop cool. Parce que c'était un gros enjeu. On est arrivé, on connaissait personne, et puis on est là maintenant depuis 3 ans. Okay. Et c'est la ville qui consomme le plus ma musique, c'est là où je vends le plus de tickets. Nos amis, notre famille ici maintenant. Donc pour moi, dès qu'il y a quelque chose qui s'active autour de la ville de Montréal, ça me touche particulièrement. Est-ce que t'as une place préférée à Montréal ou Spinet? Alors, j'ai commencé, moi, dans les clubs. Au début, j'ai fait un peu Fly Gin, un peu sous-bois. Et puis après, plus ça allait, plus il a fallu qu'on adapte. Au début, je faisais un petit peu trop de shows. Je pense que quand je suis arrivé, je voulais jouer absolument, je voulais me faire connaître, etc. Et après, quand on a vu qu'il y avait de l'engouement et puis que les gens se déplaçaient, on voulait pas perdre ça. Moi, j'ai une agence américaine qui s'occupe de moi. Et eux, ils m'ont dit, écoute, t'as vraiment de la valeur à Montréal et il faut que tu casses un petit peu cette routine de venir jouer tous les mois. Il faut que tu te rendes un peu plus exclusif et puis qu'on essaye d'aller vers des choses plus grosses. C'est Armada, c'est ça? Alors, Armada, c'est mon label de musique. Ok. Et mon agence de booking aux États-Unis, c'est United. Donc, eux, ils ont essentiellement... alors, ils ont des stars de la musique. Ils ont... ça va de Bad Bunny, Rosalia, Post Malone, etc. Et ils ont des acteurs. Ils ont Johnny Depp. Ils ont des politiques. Ils ont Michelle Obama. Ah, ok. Voilà. Mais il y a Nico. Alors, je suis un des plus petits noms, possiblement un des plus petits noms de l'agence. Mais en tout cas, ils pensent gros. Ils pensent pour moi comme ils penseraient pour les plus gros artistes. Donc, sur une stratégie de vente de tickets, d'essayer d'aller toujours vers des salles un peu plus grandes, d'amener plus de monde. Donc, on a dû arrêter les Fly Gin, les sous-bois, etc. pour faire ponctuellement. Là, on fait Igloo Fest, on fait pique-nique électronique, etc. Donc, maintenant, je fais 2 shows par année à Montréal, là où j'en faisais 25. Ok. Mais on va sur des plus grosses capacités et c'est forcément plus excitant. Ouais. Mais est-ce que, avec ton agence, est-ce que c'est un processus de back and forth ou est-ce que toi, tu proposes aussi des trucs? Disons, genre, si une année, tu te dis, moi, j'ai envie de faire beaucoup plus l'Europe cette année. C'est un processus où est-ce que vous buildez ça ensemble ou eux, ils dictent un peu, genre, où est-ce que tu t'en vas, genre? Alors, ouais, exact. En fait, moi, j'ai une agence ici américaine et j'ai aussi une agence en Europe, Middle East et en Asie. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de se renvoyer la balle entre les trois agences et puis on se donne des périodes. Donc, on sait que, par exemple, la période de décembre-janvier, je vais être en Asie. On sait que l'été, c'est quand même principalement, tu vois, du sud de la France, des Mykonos, des Ibiza, etc. Et qu'il y a des périodes très fortes aux US. Donc, en fait, on va leur dire, voilà, pendant 1 mois, on fait un tour américain, on fait un tour Asie. Et à ce moment-là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils démarchent toutes les salles, tous les clubs à ce moment-là. Et ils essayent de faire monter les enchères en disant, voilà, Nico va être en Amérique pendant 4 semaines, qui veut se positionner. On essaye de travailler comme ça aussi, déjà en termes d'annonces. Ouais. Aussi d'un point de vue logistique, stratégique, pour pas qu'on fasse des back and forth d'avions de folie toute l'année. Ouais. On essaie de penser un peu géographie. Et après aussi, on pense aussi à mon planning de musique. C'est-à-dire, on va dire, voilà, on lance un morceau, on va targeter, par exemple, les radios US. Donc, au moment du lancement du disque, on va faire un tour autour de ce disque et on va pousser l'Amérique à ce moment-là. Donc, ça va aussi avec le calendrier de release de chansons. Ok. Et puis, à cause de ça, t'es quand même souvent en train de voyager. Je me demande, genre, en tant que DJ, est-ce que tu produces genre sur l'avion aussi ou qu'est-ce que tu fais sur l'avion pour Sur l'avion, non, ça y est, c'est fini. Je crois. Alors c'est marrant parce que maintenant, quand tu vois les DJ sur Instagram, la trend, c'est, tu vois, ils ouvrent l'ordinateur et puis ils sont devant une cascade,
devant une piste de ski en train de faire un beat, etc. Non, ça, c'est pas vrai, ça. Faut vraiment quand même rendre. C'est quand même. Le job de studio, c'est pas le truc le plus sexy. En général, tu es dans le studio pendant des heures à écouter la même chose, etc. Mais il faut quand même des conditions de travail. Donc, on peut démarrer un petit quelque chose dans l'avion, etc. Mais pour moi, avion, c'est le moment où j'essaye de me reposer. Donc là, maintenant, je lance des podcasts. Je m'écouterai d'ailleurs, comme ça, je verrai ce que ça rend. Ouais. Et non. Studio, c'est vraiment... Alors moi, je me force jamais, tu vois, à aller au studio. J'y vais quand je le sens. En général, parfois, je fais des gros breaks et puis après, je suis inspiré, j'y vais. J'ai pas une grosse autonomie de travail au studio. Je le reconnais. Donc, quand j'y vais, faut que je sorte quelque chose, quoi. C'est une ouais, il faut que c'est genre un burst d'inspiration. Exact. Et puis surtout, j'essaie de finir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui vont au studio puis qui n'arrivent pas à finir les chansons. Tu vois, qui laissent des projets ouverts puis qui entassent des projets et des projets. Ah, ça c'est moi avec les bouquins, ça. Je les finis jamais. Ouais, j'imagine. Moi, j'ai des amis qui sont des excellents producteurs de musique puis qui n'ont jamais sorti publiquement un morceau. Parce que c'est jamais parfait, parce qu'ils veulent retoucher et tout. Moi, je suis l'inverse de ça. Alors, je suis conscient que des fois, je release des trucs qui sont pas parfaits, mais en tout cas, c'est hyper, dans mon processus, quoi, hyper instinctif. Ok. Je le fais, je me laisse un jour ou deux, puis je suis super excité. J'appelle tout le monde, j'appelle le label. Allez, il faut le sortir, il faut que les gens l'entendent, etc. Donc ça, donc je travaille pas tout le temps, mais quand je bosse, en général, je me force à être hyper efficace et à finir très rapidement les projets. Et généralement, qu'est-ce qui te start? Genre, c'est une mélodie, c'est un feeling, c'est un événement dans ta vie, une histoire? Ouais, complètement. Bah, moi, je m'inspire vraiment de ça, d'autant plus que moi, j'ai une dynamique un peu de pop musique. Ouais, je suis un artiste électro, mais c'est vrai que c'est toujours des chansons, toujours à texte. Je suis un peu loverboy, donc tu vois, toutes les chansons, c'était toujours un petit peu autour de relations amoureuses, de chagrin d'amour, etc. Enfin, moi, c'est le feeling que j'aime le plus, moi, dans la vie. J'essaye de mettre ça en musique, même si c'est pas nécessairement ma propre histoire, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. À la fois dans la littérature ou dans les films, etc. Cette espèce de truc d'amour impossible et tout, moi, c'est le fil conducteur de ma musique et de mes albums. Donc, c'est vraiment ça qui m'inspire. Et après, au-delà de ça, il y a aussi la partie voyage, quoi. Là, on vient de faire 2 mois en Asie. Ouais. Quand tu rentres, enfin, je sais pas, t'as senti des choses, t'as été au marché, t'as vu des couleurs, t'as entendu des instruments locaux. Ça donne envie, quoi. Tu vois, t'as envie de retourner au studio, t'as envie de garder l'inspiration de tout ce que t'as pu Vous étiez où voir et en Asie? entendre. Alors, chaque année, on fait le Japon, qui est vraiment mon pays de cœur. D'ailleurs, toute la DA du nouvel album que je fais est complètement autour du Japon. Autour de haïku, tu sais, donc vraiment un petit poème par chanson lié à la chanson. On aborde encore toutes les thématiques autour du Japon. Ça va être les temples, ça va être les tattoos, ça va être Cherry Blossom, là, sur le prochain morceau, etc. Donc, c'est sûr que c'est le voyage inspiration complète de mon projet artistique. Et là, cette année, on a fait la Thaïlande, que je connais super bien. Moi, j'ai habité en Thaïlande, je suis allé à l'école là-bas, donc j'ai été habitué. T'es allé à l'école en Thaïlande? Ouais, écoute, je voulais absolument faire un échange à l'étranger, puis la seule université où je pouvais aller, c'était en Thaïlande. Ok. Donc, je sais pas si c'était le plus porteur sur le CV, mais en tout cas, j'ai fait 1 an à l'école à Bangkok. J'étais jeune à ce moment-là, donc ça m'a forcé à mûrir, quoi. Je suis arrivé au bout du monde dans une école où c'était 100% des Thaïs et moi. Il y a de quoi être dépaysé. Ouais, c'était quand même vraiment des paysans. Mais c'était cool. Moi, mon père est né au Vietnam, donc il fallait pour moi, c'était important d'aller en Asie, passer du temps. Tout ce qui touche à l'Asie, pour moi, c'est vraiment, ça me touche vraiment particulièrement. C'est vrai que chaque année, on essaye de se concentrer là-dessus. Et alors au début, c'était un peu plus difficile parce que la musique que je fais était pas très populaire en Asie. Et là, il s'avère que plus ça va, plus il y a de la demande. Tu vois, on a joué au Japon, ça s'est super bien passé. En Thaïlande, on vient de faire Phuket, Bangkok, etc. C'était génial. Hong Kong, la Chine, on a fait une date à Shanghai qui était excellente. Il y a toujours beaucoup d'expats. Alors, je peux pas te dire que c'est nécessairement les locaux qui aiment la musique que je fais. Mais en tout cas, il y a de la place pour cette musique et j'espère que ça va vraiment grossir. Avec la globalisation
genre, on est tous plus reliés maintenant. Est-ce que toi, t'as vu un changement à travers tes années de DJing, ou est-ce que des trends ici, ça se reflète aussi vraiment comme à l'autre bout du monde, ou est-ce que tu trouves encore c'est assez différent, genre jouer Non, ça se reflète vraiment, mais la seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a souvent un décalage, et même je le sens par exemple Europe, États-Unis. Tu vois, il y a des choses, il y a des trends qui me semblent hyper évidentes pour moi en tant qu'Européen. Puis on sent qu'il y a, on va dire, une petite année de décalage avant que ça arrive aux États-Unis. Ouais. Donc c'est vrai que des fois, on a l'impression que c'est le son du moment, puis on arrive aux États-Unis, puis non, c'est pas encore le son du moment. Tu vois, moi par exemple, je fais un style de musique Afro House. C'est hyper populaire en Europe, et tellement populaire que c'est limite un peu sur le déclin parce que tout le monde fait ça. Et aux États-Unis, je vois, je commence à faire des tournées dans certaines villes, et ils ont découvert ça la semaine dernière, quoi. Donc c'est génial parce que je me dis, bon, moi en tant que producteur, c'est vachement important parce que je me dis, bon, tant que c'est un peu la fin, tout le monde fait ce genre de musique, il va falloir qu'on se calme un peu, il va falloir qu'on essaye d'expérimenter ou d'aller vers d'autres choses ou de mélanger des styles et tout. Et puis au final, on se rend compte que non, parce que ça, c'est c'est mon spectre temporel en tant que producteur, mais c'est vrai que des fois, le public, il y a un énorme décalage, et puis il y a aussi un énorme décalage par rapport à l'endroit du monde. Alors là, c'est vrai qu'aux US, tu vois, j'arrive, je joue des trucs d'Afro House dans des clubs, les gens ont l'impression que c'est une révolution. Ils ont découvert ça. Et puis, et en Asie, c'est pareil, c'est limite encore pire. Parce que quand tu vas à Shanghai jouer de l'Afro House, voilà, par définition, c'est sûr que c'était pas la musique de prédilection en Chine. Donc, c'est génial qu'on puisse en arriver là. Mais faut faire attention parce que des fois, ce qui nous paraît être le son du moment, et au final, faut pas être trop tôt ou trop tard. Donc nous, c'est un peu l'enjeu quand tu es un producteur de musique, d'essayer d'être assez juste dans le timing. Et sans nécessairement faire ce que tout le monde fait, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que moi, je me retrouve un peu piégé. Le son du moment, moi, c'est la musique que je fais depuis une dizaine d'années. Ouais. Donc c'est ça qui est difficile, c'est que je veux pas non plus me retrouver à être suiveur d'un truc que je faisais quand c'était pas la mode. Ouais. Donc l'idée, c'est plutôt d'essayer de... Moi, c'est cool parce que j'ai une image de quelqu'un qui est du mouvement Afro House et qui est assez legit parce que ça fait quelques années que je le fais, etc. Donc j'ai pas ce truc de j'ai sauté dans le wagon parce que c'était la musique à la mode. Moi, je faisais ça quand ça marchait pas du tout. Ouais. Et c'est très cool parce qu'à l'époque, je proposais mes chansons au label et personne n'en voulait, quoi. Ouais, et aujourd'hui, les mêmes labels m'appellent en disant écoute, c'est incroyable ce que tu fais. Les mêmes qui m'ont dit il y a 4-5 ans que ma musique avait aucun intérêt. Donc c'est cool parce que déjà, bon, on avait senti le truc. Moi, je suis resté au moins dans ma ligne. Ça, c'était vraiment bien. Mais maintenant, il faut faire attention. C'est vrai que quand les styles deviennent vraiment trop globaux, mainstream, c'est un peu dilué, quoi. C'est un peu dilué, ouais. Et c'est vrai que, alors heureusement ou malheureusement, maintenant, tu vas dans n'importe quel resto, sandwicherie, kebab, t'entends un morceau d'Afro House, quoi. Ouais. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose parce que ça nous fait connaître. C'est une mauvaise chose dans le sens où je l'ai vu dans le passé et à travers les époques. Nous, il y a une période de musique, tu vois, on va dire, il y a une dizaine d'années, Swedish House Mafia, etc. Tout était Swedish House Mafia. Et puis après, c'est parti complètement pas aux oubliettes, mais c'est vrai que les gens qui ont grandi avec eux et qui ont 40 ans maintenant sont contents d'aller voir. Moi, je suis très content d'aller voir Steve Angelo, etc. Mais c'est vrai que les jeunes se sont désintéressés de cette musique-là. Donc, il faut aussi essayer de comprendre à quel moment il faut se réinventer. Ouais, eux, c'était genre 2010 et tout ça, genre Progressive House, c'est ça? Exact. Moi, j'adorais ça. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps. C'était quand ils jouaient ton morceau, ça te changeait la vie. Là, aujourd'hui, c'est une musique, la même chose. Et dans d'autres styles de musique, ça peut être Fred Again ou tout un, je sais pas, Charlotte DeWitt en techno, etc. Donc, dès que ça devient, dès que le nom de l'artiste est sur toutes les lèvres, c'est peut-être le moment aussi de se réinventer puis d'essayer d'amener quelque chose de nouveau. Et toi, genre, personnellement, c'est quoi le moment déclencheur qui t'a fait faire waouh, tu sais quoi, je vais en faire de ma vie, genre tout le DJing et tout ça? Écoute, moi, j'avais j'avais 2 grands frères qui vivaient avec moi puis qui étaient vraiment à fond de musique et qui étaient vraiment. Alors, eux, ils m'ont mis dans Sade, Stevie Wonder, Marvin Gaye. Moi, j'ai grandi un peu là-dedans et je me suis rendu compte
qu'il y avait des DJ qui remixaient ces trucs-là. C'est-à-dire l'émotion soul, funk, disco, Motown, etc. existait avec des rythmes house et afro et ethnique, etc. C'est à New York que ça se passait, tu vois. C'était vraiment, à l'époque, les Masters at Work ou Dennis Ferrer. Il y avait des clubs qui étaient dédiés. Studio 54, Paradise Garage, la techno à Détroit, Chicago, il y avait une scène de house, etc. Et moi, à cette époque-là, je me disais, mais attends, c'est formidable. Des divas qui chantent sur des disques de house, des gars qui font des remixes officiels, de Whitney Houston, de Mariah Carey. David Morales avait fait un album de remix de Mariah Carey. Ouais. Et Mariah Carey venait au studio rechanter au bon BPM sur le beat de David Morales. Ouais, c'est cool. C'est un truc de fou. Donc je me suis dit, attends, il y a quand même des stars de la musique qui sont prêts à travailler avec des DJ. Et moi, je suis rentré à la musique par ça, c'est-à-dire dans les années 2000. Et en plus, la force qu'on avait, nous, en France, à ce moment-là, c'est qu'il y avait une énergie électronique imparable. La tectonique. Alors, non, ouais, c'est vrai, ça existait. Mais moi, c'était toute la partie French Touch, quoi. Ouais. Nous, on avait quand même les Daft Punk, Justice, Mojo à l'époque, Cassius. Enfin, je veux dire, c'était de la folie. Et ces gars-là avaient un impact mondial sur la musique électronique. Donc, il y avait à la fois la French Touch et à la fois ce qui se passait aux États-Unis sur cette partie un peu soulful, garage, etc. Moi, je me suis dit, c'est absolument ça qu'il faut faire. Et c'était pas du tout, encore une fois, alors je parle vraiment de la musique, cette musique soulful américaine, c'était pas du tout à la mode chez moi. Et moi, je me suis mis dans la tête que c'était ça qu'il fallait jouer. Et à l'époque, il fallait acheter les vinyles, donc c'était vraiment... j'importais des États-Unis des trucs qui avaient été pressés à 100 vinyles, que j'étais le seul à mixer, etc. Donc moi, j'ai commencé à jouer dans les bars et les clubs, en tout cas à Cannes, chez moi, quand j'avais 14 ans. Mon père m'accompagnait, j'allais en skateboard au truc, il attendait devant que je finisse la soirée, etc. Wow. C'était vraiment génial. Je lui dois parce qu'ils m'ont quand même accompagné là-dedans. Et j'étais le seul à jouer cette musique, quoi. Et ce qui était cool, c'est qu'à l'époque, c'était pas duplicable. C'est-à-dire que le morceau, tu pouvais pas le trouver ailleurs. C'est soit tu l'achetais, soit tu l'importais. Et c'était de la folie. Donc, si tu voulais entendre ces disques-là, il fallait venir écouter le DJ en question. Donc, c'était génial. Il y avait une boutique de vinyle chez nous à Cannes. Le gars me mettait de côté ces morceaux-là. Et en plus, de toute façon, je crois que j'étais un des seuls à les aimer et à les jouer. Mais c'était excellent parce que j'avais une vraie signature, j'étais vraiment unique parce que encore une fois, si le disque tu l'avais pas, c'était fini pour toi. Ouais. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la musique, tout le monde joue plus ou moins les mêmes trucs. Moi, j'arrive dans certains clubs, tu vois, même les gros DJ parfois m'envoient des promos où j'arrive à avoir des nouveautés. Puis j'arrive dans un club, le résident, il l'a déjà. Il y a plus ce truc d'exception. C'est ça, ouais. Donc ça me passionnait beaucoup. De me sentir un peu unique et puis d'être un peu le seul à jouer un style de musique qui n'était pas vraiment populaire. Et à la base, je faisais ça en parallèle des études. Moi, j'ai fait quand même des études assez longues. Je m'apprêtais à devenir comptable, bosser en comptabilité, en audit, etc. Et voilà, à un moment, quand je me suis rendu compte que je pouvais possiblement gagner la même chose, parce que en fait, le vrai problème, c'était ça. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai commencé, c'était pas un métier. Moi, que j'ai commencé, j'avais 14 ans. Dans les années 2000, il n'y avait pas de DJ professionnel. Ouais, il y avait pas, c'était pas le standard, genre que tous les restos devaient avoir un DJ, quoi. Non, et puis en plus, ceux qui le faisaient avaient des boulots, quoi. Ils travaillaient la journée. Ouais. Tu vois, ils travaillaient, et puis le week-end, ils reprenaient un petit billet en mixant, mais c'était essentiellement du plaisir. C'est vrai que tu pouvais pas dire à l'époque à tes parents, je vais être DJ. Ça n'existe pas. Ouais. Et moi, je leur avais dit, je me souviens, j'avais dit à mon père, j'ai entendu parler de quelqu'un m'a dit que quelqu'un avait entendu qu'il y avait un DJ qui prenait 300 € la soirée. Mon père m'avait dit, c'est impossible. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. C'est impossible. Donc, c'est vrai qu'on pouvait pas se dire qu'on allait en faire une carrière. Donc, c'est ça le truc. Et plus je l'ai fait, puis j'y allais le week-end. Et puis, à l'époque, le job de DJ était aussi un peu différent. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses connexes qu'on pouvait faire. C'est-à-dire que nous, on était à la fois
DJ, promoteur, on faisait nos flyers. Enfin, je veux dire, moi, j'étais multi-casquette, directeur artistique, on faisait des deals avec, je sais pas, les marques d'alcool, tout ça. Donc, nous, à l'époque, on était plus des orgas. Et puis, quand tu multipliais les casquettes, tu pouvais gagner ta vie. Et en fait, le jour où je me suis dit, est-ce qu'il faut mieux être comptable ou DJ, voilà, enfin, ça m'a sauté aux yeux qu'il fallait mieux être DJ. Et je faisais partie alors c'est évidemment une infime partie des gens, mais qui peuvent gagner leur vie de leur passion. Si on peut le faire, il faut absolument pas se gêner. Hein. Parlant de ça, je trouve que maintenant, que ça soit en DJing ou n'importe où, maintenant, en tant que créateur de contenu, en tant que DJ, en tant que photographe, vidéographe et tout ça, il y a tellement d'accès. En fait, c'est facile d'accès maintenant, justement, à cause du fait que tout le monde a un téléphone, tout le monde a un laptop. Tu peux chercher tous les morceaux sur Spotify ou quoi que ce soit. Donc, il y a cet accès qui est facile, mais à cause de ça, il y a beaucoup plus de compétition. C'est terrible aussi, parce que nous, il faut que ça nous pousse à faire tout un tas de choses qu'on n'avait pas besoin de faire. Je me souviens, à l'époque, tu sortais un bon morceau, ça suffisait. Le morceau faisait boule de neige, et puis on voulait booker dans les clubs le gars qui avait fait le bon morceau. Aujourd'hui, c'est vraiment pas ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout des producteurs de musique. Il y a des gars qui vont remixer un truc sur TikTok, vont partir en tournée, vont faire 50 fois plus de dates que moi, et qui vont éclipser 25 années de travail en 3 mois. Ouais. Et alors, au début, moi, ça me faisait du mal, je pense, de me faire doubler en permanence par des gars supposément qui avaient peut-être moins de talent, ou en tout cas qui avaient moins travaillé que moi. Mais au final, maintenant, ça me fait plus rien. Enfin, je veux dire, ça fait partie de notre écosystème. Ouais. On peut plus rien y faire. Mais par contre, il faut s'adapter. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que c'est pas que la musique. Les gens ont envie d'en savoir plus sur toi. Il y a des outils à disposition, que c'est jamais trop tard. Moi, tu vois, je me disais, j'ai toujours été réfractaire, tu vois, aux nouvelles technologies. Genre réseaux sociaux et tout ça. Je suis un ancien, il n'y a pas besoin. Je suis un ancien, j'ai 37 ans, mais je me suis dit, quand Facebook est sorti, qu'est-ce que c'est que ce truc? Instagram, TikTok, pour moi, c'était vraiment le summum du truc qui avait aucun intérêt. Et au final, quand tu vois qu'aujourd'hui, je crois, la seule manière de breaker un très gros morceau ou un très gros hit, c'est TikTok. Ouais. Si tu t'y mets pas, tu te mets une balle dans le pied, quoi. Bah ouais. Donc en fait, moi je me suis dit je suis trop vieux pour ce genre de truc. Et puis je vois que non, en fait, c'est devenu un standard et que même des DJ de la génération d'avant, quand tu vois un Bob Sinclair, quand tu vois un Diplo. Moi, j'adore MK, l'artiste anglais, etc. Tous les jours, il se filme face caméra, il fait des trends, il raconte ses meilleurs shows, son disque préféré, il se montre en famille, etc. Et je me dis, mais attends, ils le font. Ils ont 50 ans et plus, et ils le font parce que ça fait partie des choses à faire. Et au final, non, c'était quand même une grosse remise en question pour moi, parce que voilà. Il y a la musique, puis il y a aussi le reste. Et je comprends parfaitement que les gens aient envie d'aller voir un artiste avec lequel ils sentent une connexion, ou avec lequel ils se sentent vraiment proches, ou un artiste qui s'est livré, qu'on a montré plus, qu'on a dit plus. C'est fou maintenant l'effet boule de neige que les réseaux sociaux peuvent avoir juste par le partage d'un clip que à la base c'était même pas prédisposé pour ça, quoi. Exactement. C'est pour ça, il faut d'ailleurs toujours l'avoir à l'esprit, parce que quelqu'un m'a dit ça l'autre jour. Il m'a dit, quand tu fais des vidéos sur Insta, sur TikTok, faut toujours se dire qu'il y en a une qui peut partir virale. Ouais. Et est-ce que tu serais fier que ce contenu soit viral? Donc réfléchis bien à ce que tu balances aussi dans tes vidéos, parce que tu pourrais te faire connaître pour quelque chose que est un peu forcé à faire. Donc c'est vrai qu'il faut être globalement très à l'aise, puis très transparent dans ce qu'on montre. Et non, c'est quand même un travail du quotidien, mais aussi c'est un nouvel enjeu pour nous, parce que on doit avoir ça à l'esprit. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je partais sur un show, la seule chose qui m'importait, c'était jouer la bonne musique. Ouais. Aujourd'hui, c'est tu dois le documenter. Comment on va rendre pertinent ce show, backstage, behind the scene, 3 caméras. Éventuellement, il y a un truc sympa qui se passe pendant le show. Tu te fais pousser, machin. Tout devient un peu pas stage, mais tout est une opportunité à créer quelque chose de pertinent. Ouais. Donc, faut l'avoir à l'esprit. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça parasite la qualité de la musique.
Donc, c'est pour ça qu'on essaye aussi de s'entourer. Au début, j'ai voulu faire un peu tout seul, tu vois. Et au final, non. Il faut que moi, je me concentre sur ma musique et sur mon show. Ouais. Et qu'il y ait des gens autour de moi qui documentent ce qu'on fait. Parce que tu peux pas être celui qui est derrière et celui qui est devant à la fois. Donc, je pense qu'il faut un peu déléguer, ouais. Ouais. Ben, comment est-ce que toi, tu fais pour, avec le style de vie que t'as, t'es toujours en train de voyager, t'es en train de, tu crées, t'as tellement de choses à faire, et tes papas, t'as ta relation, comment est-ce que tu balances tout ça? Alors, c'est vraiment pas facile, je vais être honnête, parce que on va dire que c'est un peu un cercle vertueux, le truc de DJ, c'est-à-dire que plus tu fais des dates, plus on t'appelle, plus il y a des dates. Quand t'envoies un calendrier rempli, c'est hyper vendeur. Ouais. Donc en fait, moi, comme je te dis, je fais ça depuis que j'ai 14 ans. Donc ça fait 20 ans que je m'inquiète que mon calendrier soit rempli. Tu vois, pour pouvoir essayer de montrer que le truc marche bien et annoncer des belles tournées, etc. Ben ça veut dire que tu disais oui à tout, et maintenant je pense que... un peu oui à tout, mais je dis toujours un peu oui à tout de manière générale, mais pas que dans la musique, c'est ma personnalité, mais c'est vrai que j'ai toujours peur que le truc s'arrête. Ouais. Donc on m'appelle, on me propose une date, oui, il faut y aller, et puis j'essaie de convaincre mes équipes qu'il faut y aller, etc. Mais le problème, c'est qu'il faut aussi savoir faire des pauses, parce que c'est très demandant d'un point de vue moral, physique. Faut pas passer aussi à côté des moments de vie. Moi, j'ai des parents qui vieillissent, j'ai un petit garçon qui grandit, enfin, je vais dire, il y a tellement d'enjeux aussi personnels qu'il faut vraiment arriver à stopper. Et là, je me suis stoppé récemment. Ça fait 2 mois que je tourne pas. Alors, j'ai pas fait exprès. Bref, on devait me remettre un visa dans un passeport, etc. Donc, j'ai été forcé d'être à la maison et d'arrêter la tournée. J'ai trouvé que c'était exceptionnel. Je pensais que t'allais dire si tu t'es fait chier. Non, non. Et j'ai pris énormément de plaisir, tu vois. Ouais. J'ai pris du plaisir à être chez moi, à être en famille, savoir ce que c'est un samedi soir. Tu vois, moi, il n'y a pas un samedi depuis 20 années, j'étais pas dehors à travailler. C'était la première fois de ma vie. Donc, être devant la télé, il était 9h, je regarde un petit film, on est en famille. Enfin, je veux dire, me suis dit, faut vraiment pas passer à côté de ça, quoi. Ouais, t'as pas la grosse musique en permanence en train de... 100%. Et donc, non, être calme, pas trop sortir de chez moi, se faire à manger, essayer de dormir à des heures régulières, essayer de faire un peu de sport. Ouais, en parlant de ça, genre niveau sommeil et tout ça. Bah, c'est une catastrophe. Ok. Ouais, c'est une catastrophe. Donc voilà. Alors maintenant, je me suis mis, tu vois, j'ai une petite Oura Ring. J'ai une petite bague qui me suit. Et tu vois, ça m'a permis de prendre conscience, tu vois, parce que je regarde mes scores de sommeil. Donc maintenant, quand je me lève le matin, j'ai envie que ça soit dans le vert, j'ai envie d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé à la bonne heure et d'avoir fait le nombre de pas et de mouvements que je dois faire dans la journée. Donc j'ai quand même une conscience, tu vois, de ce que c'est d'être en bonne santé. Mais quand tu es dans le tour, quasiment impossible. Il faut essayer de dormir dès que tu peux. Mais c'est vrai que du coup, tu manges jamais à la bonne heure, tu dors jamais à la bonne heure. Tu as fait un show 2 heures après, tu te réveilles en panique, il faut arriver à l'aéroport, il faut attendre à l'immigration pendant des heures. Ah ouais. Et toute cette partie-là, c'est vrai que c'est la partie la plus difficile de mon job. Et c'est celle que les gens voient pas. En tout cas, c'est vrai que te montrer sur scène en train de tout casser, c'est ce qu'on fait. C'est vrai que combien d'heures de sommeil manqué, combien de déplacements, combien de péripéties sur la route, de courir, de rater l'avion, etc., pour arriver au show. Et en fait, c'est ça le plus dur. Parce que moi, être sur la scène et mettre 2 heures de musique, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba. Je fais que ça. On va dire, j'excelle là-dedans. Je fais que ça. J'ai tout mis, toute ma vie, tout mon savoir, c'est de délivrer de la bonne musique pendant 2 heures. Mais tout le reste, c'est vraiment... Et je crois qu'avec les années, ça va devenir de plus en plus difficile, parce qu'après, t'as le poids de l'âge. Et on voit toujours les highlight reels, on voit genre les top moments et tout. Mais ce qui est difficile pour moi, surtout côté nightlife, c'est vraiment
t'es constamment genre dans la tentation de moi par exemple genre je travaille avec les bars, les clubs et tout ça, t'es toujours autour de monde qui disent ben allez on prend un verre ensemble, on fait ci, on fait ça et si tu fais ça à longueur de toutes les semaines pour moi c'est dramatique hein. Moi j'aime pas l'alcool, ça va pour moi. J'ai jamais commandé un verre de vin ou quelque chose à boire dans un resto ou dans un club, jamais. Mais par contre socialement par rapport à ce que je fais, et puis même, il y a des pays, globalement, c'est assez mal vu. T'arrives, allez, un petit shot. 2, 3, 15. T'as bu 15 shots, t'es détruit. Même si tu ne les as pas demandés. Non, mais c'est vrai. For sure. Et le lendemain, waouh, tu dois repartir à l'aéroport et très, très, très attention avec ça. Ouais. Donc, malgré moi, parfois, je me retrouve dans des situations qui sont terribles. Bah, c'est sûr. Il faudrait apprendre à dire non en permanence, mais en même temps, tu dis non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, parfois, t'arrives sur un show. Comme je te disais, là, tu passes de 0 personne chez toi à 12 000 personnes. Bon, c'est peut-être bien de boire un petit verre avant de monter sur scène pour essayer de te détendre un petit peu. Et puis, mais en fait, c'est ça, le vrai piège est là. Bah ouais. Que chercher à te détendre, chercher à se mettre dans le mood des gens qui sont en face de toi. Ouais. Et puis, c'est le début des problèmes. For sure. Bah, faut résister. J'ai toujours été curieux, tu sais. À chaque fois que je vois les DJ, genre c'est tellement une danse avec la foule que vous avez, tu sais, c'est vraiment une question genre d'amener le monde dans une vague d'émotions et tout. Exact. Et toi, quand tu montes sur scène, tu sais, disons que t'as fait un vol de 20 heures ou whatever, t'es pas vraiment dans le mood. Comment est-ce que tu fais pour genre pour rentrer dedans, quoi? Est-ce que c'est un regard que tu cherches, c'est quelque chose, Ouais, carrément. Bah, déjà, il faut se remettre dans le contexte que parfois on est dans un décalage horaire ou dans un gros déplacement et je dors moi avant le show, ce qui est en fait globalement une très mauvaise idée. C'est-à-dire que j'arrive, je viens de me réveiller, je me réveille d'un sommeil profond parce que j'ai dormi 2 heures, t'as encore la marque de l'oreiller, etc. Puis tu dois arriver au club et puis performer. Donc c'est vrai que je suis souvent dans des mauvaises dispositions pour commencer à travailler. Ouais. Donc c'est sûr que moi je me raccroche carrément à l'énergie des gens. Ce que j'aime le plus, et c'est d'ailleurs pour ça que... Alors là, on va jouer vers des salles de plus en plus grosses, mais moi, j'aime les petites salles. J'adore avoir les gens autour de moi, j'adore voir les expressions des visages, les sourires, la danse. Moi, je me nourris complètement de ça. Bah, les émotions, elles sont palpables. Elles sont palpables, c'est sûr. Ouais. Et quand tu fais encore une fois, tu fais un festival, il y a 10-12 000 personnes. Alors, c'est carrément autre chose, mais tu vois les gens, tu vois une masse qui se lève... qui lève les bras, donc c'est carrément un autre truc, mais il n'y a pas ce côté vraiment personnalisé dans les regards, dans les émotions, etc., qui moi me nourrit à 100%. Mm-hmm. Alors par exemple festival, faut juste aborder le truc différemment. Ce qui est cool en festival, c'est quand les gens par exemple te regardent, et tu sais que là ils dansent pas entre eux. Un festival, ils sont face à la scène et ils regardent l'artiste pendant 2 heures. Donc là j'ai appris à enlever un peu mon regard des platines et trop bricoler la partie technique. Essayer justement d'être, tu vois, face aux gens. Puis tu sais que chaque mouvement que tu vas faire va être déterminant. Ouais, en festival, c'est ouf. Ça. Tu lèves le bras, ouais. T'as 12 000 personnes qui lèvent le bras. Comment ça va, Québec? Tout le monde va te répondre, c'est sûr. Ouais. Ce qui n'est pas forcément le cas dans un club. Donc là, en fait, faut juste... c'est juste une approche vraiment très différente. Mais c'est vrai que le monde et la masse, des fois, te portent. Ouais. Et tu peux te permettre de faire des choses incroyables parce que tu auras forcément le retour. Tu vas te recevoir le retour de la masse. Moins personnalisé, du coup, mais moi, j'adore ce feeling aussi. Ah ouais. Ouais, les deux me... Ben en fait, tu deviens un peu... surtout quand c'est une grosse crowd, genre de festival et tout ça comme ça, t'es DJ et t'es un peu MC aussi, quoi. Ouais, 100%. Et moi, je regardais ça, puis je me disais, mais attends, qu'est-ce qu'ils font les... David Guetta, tu vois, pendant 2 heures, il est les bras en l'air comme ça, ça va Miami, ça va truc. Et puis tu te dis, bah attends, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Qu'est-ce qui bricole derrière en musique? En fait, on est plus sur de la musique, mais il a complètement raison. C'est absolument ça qu'il faut faire. Ouais. On n'est pas en train de faire une démo ou d'essayer de prouver qu'on est un bon DJ. Les gens sont venus écouter les morceaux de l'artiste en question et ils veulent juste communier avec l'artiste et entre eux. Donc c'est juste une approche qui est complètement différente. Ouais. Et maintenant, en plus, tu as le show, la partie show visuel.
quand tu vois, par exemple, Tale of Us, quand tu vois ce qu'ils sont en train de faire à la Sphère, à Vegas, maintenant, il y a des DJ, mais les gens sont pas là, même plus là pour voir le DJ. Ils sont là pour filmer la production, la vidéo, l'écran, le LED. Donc, on est carrément, on assiste à une révolution du job de DJ. Bah, c'est ça, c'est rendu un show qui stimule tous les sens. C'est pas juste niveau genre sonore, c'est visuel. C'est pour ça qu'il faut aussi se réinventer. Moi, quand je vois des DJ, tu vois, qui me disent real DJing, etc. Nous, on est des anciens. Ça veut rien dire. Ça, c'est du loisir. Ah ouais. Les gens aujourd'hui sont pas là à regarder une démo d'un DJ. Ils veulent vraiment, comme tu disais, communier, partager et puis voir. C'est une expérience. C'est la full expérience. Bah, c'est comme quand tu sais, j'en reviens encore à les restos et tout ça, mais comme tu vas pas au resto juste pour bien manger. Ah non, mais 100%. C'est ça, on l'a fait là cette semaine. On va souvent dans un super sushi en ville. Ouais. Et là, on les a commandés à la maison, les mêmes. Bon, moins sympa. Tu vois. On fera plus. Donc, non, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut c'est vraiment à prendre en considération. C'est comment on va faire évoluer ce job de DJ qui, globalement, n'intéresse plus les gens. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand on était jeune, le DJ, c'était vraiment, tu disais que tu étais DJ, les gens trouvaient ça extraordinaire. Maintenant que tu dis que tu es DJ, bon, ok, comme tout le monde, tu vois, ouais, moi aussi je suis DJ, j'ai joué à un anniversaire une fois, etc. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde a l'impression d'être en mesure de faire ce que tu fais. Il n'y a plus cette distance où à l'époque c'était très impressionnant. T'arrivais avec le sac de vinyle, machin, les gens savaient pas faire. Là aujourd'hui, ils savent le faire. Moi, je dirais 90% de mes amis sont pas du tout DJ, sont en mesure de brancher une clé USB et de jouer de la musique et de le faire relativement bien avec leur goût, en jouant les bons morceaux du moment, etc. Donc, il faut absolument chercher à amener une valeur ajoutée. Donc, soit amener une partie live. Tu vois, si t'es en capacité, moi je suis en capacité de jouer du piano, etc. Donc, j'essaie de réfléchir à comment je pourrais me présenter sur scène avec les chanteurs, les chanteuses, une partie live, etc. pour me dissocier. Et t'as commencé à faire ça de la masse. Ou pas encore? Pas encore, mais je vois bien que c'est plus assez d'arriver, brancher la clé, 2 platines et puis jouer les morceaux. Ça fait plus rêver les gens. Donc c'est soit t'arrives avec une énorme production, mais qui serait très très coûteuse, mais là je pense que chaque DJ y viendra. Aujourd'hui, les salles sont équipées de sorte à ce que t'as un écran et puis tu peux mettre ton univers artistique derrière, etc. Donc c'est aussi quelque chose à penser, c'est accompagner la musique en images et éventuellement faire du live. Donc moi j'ai réfléchi. C'est vrai que si tu es en mesure de... En fait, dès que tu sais faire quelque chose que la masse ne sait pas faire, la valeur est là. C'est ton truc qui va se distinguer. C'est la valeur ajoutée. Donc en fait, chacun son niveau de compétence. Tu as des gens qui se mettent torse nu, qui mixent torse nu parce qu'ils sont très beaux, etc. Et puis c'est leur force. Il y a des gens qui adorent les voir parce qu'ils sont torse nu et qu'ils sont beaux. Donc en fait, il faut aller vers là où t'es meilleur. Tes forces, en fait. Exactement. Donc moi, c'est vrai que ma force, c'est de dire des choses, d'essayer de... Moi, je pense que la force de ma musique, c'est le climat. Le truc un peu nostalgique, etc. Donc comment on va essayer de créer cette émotion-là dans la salle. Mais quand tu dis le climat, c'est genre, c'est un souvenir, c'est un... Ouais, c'est ce truc. Moi, j'ai vu passer, tu vois, parce que je suis touché aussi par ce que je vois sur Instagram, mais là, j'ai vu soirée il n'y a pas si longtemps, le DJ jouait un remix de M83, tu connais ce groupe? Bah ouais. C'est un groupe de chez moi, en plus du sud de la France. C'est eux qui ont fait genre Midnight. Voilà, exactement. Et le DJ joue ça dans un club et puis tu vois quelqu'un derrière lui, une fille en larmes. Et moi, c'est absolument ce qui me plaît le plus dans la musique. Je me dis, elle est venue là, puis le gars, il a mis le morceau qui l'a absolument touché ou rappelé un souvenir. Ça l'a mis dans un état. Je pense que elle est venue à la soirée avec les copines. Elle s'est pas dit, je vais me retrouver à être dévastée dans une heure. Et ça, je trouve que c'est la beauté du truc. Je arrivais à lire la salle à un point. Moi, j'ai un ami DJ comme ça qui est un espèce de magicien.
Je l'ai vu à l'œuvre et il était dans une salle, puis il regarde chaque personne. Alors, c'était plus un restaurant festif qu'un club, mais il regarde chaque table et puis il les analyse un peu à la manière d'un psychologue. Puis il me dit, ah, tu vois là-bas, ça, c'est des Libanais. Puis il joue un morceau, puis tu vois la table, tous les Libanais d'un coup. Ah, comment t'as pensé à mettre ça? Et puis après, tu vois, eux là-bas, en cuisine, c'est des Italiens, c'est un chef italien. Puis il joue un morceau, puis tu vois les mecs qui sortent de la cuisine. Mm-hmm. Ils regardent, mais attends, mais c'est incroyable, c'est le morceau de mon enfance. Ouais. Et puis moi-même, secrètement, tu vois, j'adore un artiste qui est pas du tout de ma scène, mais j'aime la chanson française et tout. Moi, j'adore Étienne Dao. Ouais. Et puis il me regarde, puis il joue Étienne Dao, Duel au soleil, tu vois, qui est vraiment un de mes morceaux préférés. Donc je me dis, mais ok, c'est absolument ça que je veux faire. Quand le mec est en capacité de lire la salle et de toucher au cœur, un par un, les gens qui sont là et qui leur créent un souvenir inoubliable. Alors, ce feeling-là, tous les DJ l'ont pas, on s'entend. Mais c'est ça, pour moi, un excellent DJ, c'est le gars qui va arriver à lire la salle et à créer une expérience inoubliable. Mais après ça, ce qui est cool, c'est que ça s'amplifie, quoi. Quand t'es capable d'aller chercher un groupe, disons, genre cette table de Libanais que t'as dit, et tu vois, ils se lèvent et ils sont dans un bon mood, ça affecte tout le monde aux alentours. Mais 100%. Ça crée un climat de magie, tout le monde ça crée aussi un climat de confiance avec le DJ. On se laisse porter. De toute façon, il a compris. Il a lu la salle. Il a compris la game, là. Il va nous éclater de toute façon. Ouais. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment, c'est moi ce qui me touche le plus. Et en vrai, c'est les meilleurs feedbacks que moi je reçois. C'est quand les gens me disent, alors ça peut être sur des lives, on a passé un moment extraordinaire, t'as joué ça, ça nous a touché, ça nous a rappelé tel et tel moment de notre vie et tout. Et le plus fort, et c'est là où moi il y a eu un espèce de déclic dans ma carrière, c'est pendant le Covid, je continuais à sortir des morceaux et des gens m'écrivaient en me disant on est dans une période terrible. Mais ta musique nous a aidé à surmonter ça. On écoute ta chanson. Bah ouais, c'est ce truc tout un feeling, de guérisseur. Ouais. Enfin, moi, je le fais. En tout cas, j'ai le sentiment que la musique que je fais me soigne aussi moi-même. Tu vois, ça me permet de dire des choses que je serais pas forcément capable d'exprimer avec des mots. Donc, au moins, je suis capable de les transmettre en musique. Mais si en plus d'autres personnes à l'autre bout du monde l'ont ressenti de cette manière-là, ils m'ont dit j'ai compris ce que tu as voulu dire ou ça m'a touché de telle ou telle manière. Là, pour moi, on a gagné. Bah ouais. My God, ouais. C'est pour moi, c'est ça qui est cool, genre tout le métier d'artiste, c'est comment c'est gratifiant aussi. Ouais, tu le fais pour toi parce que en anglais ils disent genre you're scratching your own itch, tu crées pour toi, mais par l'entremise de ça affecte les autres et puis complètement. Et en fait, la vraie récompense, elle est là. Ouais. Et c'est pour ça que je le dis aussi aux jeunes DJ puis aux nouvelles générations. C'est vrai que mixer dans l'objectif d'être connu, etc., n'a absolument aucun intérêt. Ça ne sert à rien. Donc oui, c'est facile d'accès. Oui, tu peux faire 3 posts sur Instagram et potentiellement tourner et être connu, que ça soit un écran de fumée, puis que les gens y croient à ton truc, puis te bookent et te payent, etc. Mais ça n'apporte rien, ça n'a aucune démarche artistique. C'est vrai qu'il faut savoir quand même pourquoi tu le fais. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est même plus ni l'argent, ni la tournée qui me motive. C'est de découvrir des nouveaux territoires, parce que c'est vrai qu'on en profite. On a quand même parcouru le monde en jouant de la musique, donc c'était quand même extraordinaire. Et puis surtout, partager des moments de vie inoubliables. Moi, je veux recevoir encore des messages de gens qui me disent t'es mon artiste préféré, machin. Tu sais, à la fin, Spotify, à la fin de l'année, t'envoies des stats. Ouais, des stats, qui disent tu es l'artiste préféré. Alors moi, je suis l'artiste préféré de 3000 personnes. Ah ouais. Et c'est incroyable. Enfin, je pense malade. à ces 3000 qui écoutent Nico en boucle et qui... Tu vois, moi, j'en ai même pas conscience. Déjà, si t'en as un, c'est extraordinaire, mais 3000, et puis demain, ça sera plus, et puis... Ouais. Donc c'est ça, la vraie récompense, elle est là. Est-ce que toi, tu trouves ça challenging, parce qu'on en parlait justement de... Tu rentres dans une place et tu joues un morceau qui va résonner avec telle personne ou telle personne, tu sais, pouvoir faire ce jugement en tant que DJ, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile le plus gros que tu deviens en termes de scène et tout, de rester
un peu expérimental avec ces choses-là? Parce que c'est différent de le faire dans un resto où est-ce que genre, bah, t'as une table d'amis qui sont là, donc tu peux les regarder un peu, là, tu te dis, écoute, je vais jouer ce morceau que normalement je joue pas vraiment, versus que quand tu fais un set, que il faut, tu sais, j'imagine t'as un peu plus de structure, genre. Ouais, je me pose souvent la question parce que je vois tu vois, par exemple, Kane Music, ils sont vraiment les leaders de la musique que je fais. Tu vois, ils ne prennent aucun risque quand ils sont au platine. Ouais. Ils ne mettent que des hits pendant 2 heures. Et je me dis, mais en fait, quel dommage. T'es une superstar, t'as une plateforme, justement, c'est à toi de ouvre la voie, tu vois, joue des trucs que les gens n'ont jamais entendus, etc. Et puis après, en y réfléchissant, je me dis aussi, ils ont été payés cher, très cher. Il y a une obligation de résultat. Leur obligation, c'est de faire ce pourquoi on les a bookés. Ouais. Donc, il faut qu'ils mettent les gens en l'air pendant 2 heures. Donc, c'est sûr que tu as, entre guillemets, moins la possibilité d'expérimenter. Mais moi, c'est cool parce que je n'en suis pas encore là. Ouais. Donc, je suis comme up and coming, cool. Mais les gens savent pas trop encore à quoi s'attendre quand je vais jouer. Donc, c'est génial parce que ça me laisse encore la place à l'expérimentation. Je vais jouer et par exemple, j'ai joué à Miami il y a pas longtemps. Puis au bout de quelques morceaux, je joue un truc de disco et ça marche. La soirée vraiment se lance avec ça. Ah ouais. J'en mets un deuxième. Oh, tiens, on monte encore d'un palier. Ouais. Ah, puis c'était fini. J'ai joué disco jusqu'à la fin de la soirée. Parce que c'était cool. Je me suis adapté. Et puis en fait, bon, bah voilà, tu fais avec les gens qui sont là. Les gens étaient plus. Moi, c'est ce que je fais. J'essaye de tester par touche, tu vois. Des fois, j'ai joué il y a pas longtemps pour l'humoriste Kevin Hart. Ouais, nice. C'était très cool. Et je savais que lui, c'était quand même plutôt un gars de hip-hop. Ouais. Donc moi, j'ai un background aussi je jouais du hip-hop dans les clubs dans le temps. Donc je me suis dit, bon bah, je vais jouer un peu ma musique. C'est quand même pour ça qu'ils m'ont booké, mais je vais lui mettre un morceau de hip-hop. Ça va lui faire plaisir. Bah ouais. Eh ben pas du tout. Tu vois, ça lui arrête. Non, c'est le truc qui a le moins marché. Ok. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le contexte, c'est que peut-être ce soir-là, il avait envie de m'écouter, ma musique que je faisais et tout. Donc, il m'a dit, c'est génial, la musique que tu fais, etc. Laisse tomber, t'as pas besoin d'essayer de nous faire plaisir. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de tester. Parce que si j'étais arrivé en me disant, allez, full soirée hip-hop, je vais les régaler, je me serais complètement trompé. Ah ouais, ça serait une grosse déception pour Kevin Hart. Des fois, l'intérêt, c'est aussi d'arriver dans ta zone, là où tu es vraiment le meilleur, et puis après, possiblement ajuster par petites touches. Mais c'est pour ça qu'on ne peut pas préparer les sets. Bah ouais. Donc moi, encore une fois, j'ai de la chance parce que je suis un peu dans une zone, je suis mi-connu, mi-pas connu. C'est genre tes deux, ouais. C'est cool. J'ai encore la possibilité. Tu vois, là, je joue, je te dis, jeudi, 10 000 personnes. Je sais absolument que je ne vais rien préparer. Nice. Et c'est risqué parce que tu sautes de l'avion sans le parachute, mais c'est pas grave. Ouais. Je vais jouer 1, 2, 3, je vais voir ce qui marche. Puis c'est aussi, t'as fait ça tellement souvent que t'as une confiance en toi, quoi. Peut-être, ouais. Puis je me dis, il y a des choses qui me paraissent. J'imagine la typologie d'événements, j'imagine le son. Je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. Vraiment ancré en moi l'idée de ce qui va pouvoir marcher. Mais ce qui est vrai, c'est que parfois on se trompe. Bah oui. Parfois, tu arrives, puis la salle, elle n'est pas encore remplie. Ou parfois, les gens attendent. Tu vois, il y a Tiesto qui joue après moi. Donc, ceux qui sont venus pour Tiesto, j'ai une chance sur deux. C'est soit ils vont adorer ce que je fais et ils vont être avec moi, soit ils vont se coller à la rambarde et ils vont attendre que Tiesto arrive. Ça, je peux rien y faire. Donc, l'idée, on est dans la séduction. J'ai 2 heures pour séduire. Alors, il y a des gens qui sont venus pour moi, c'est très cool, mais j'ai aussi 2 heures pour séduire les gens qui ne sont pas venus pour moi. C'est cool, et ça, qui repartent en disant, bah, ouais, quand même. Ouais, c'était quoi son nom, lui? Attends, je vais. Ouais. Puis on a préféré, tu vois. Là, j'avais fait une fois Pique-Nique électronique, et puis j'avais fait la première partie. Les gens m'avaient envoyé des messages, c'était vachement mieux quand c'était toi qui mixais. Écoute, ça, c'est cool, ça. Super. Ça, on a gagné, parce que c'est pas moi qui avais rempli les 10 000 personnes. Mais j'avais profité de cette plateforme-là pour me faire connaître et puis pour séduire hyper rapidement, parce que c'est speed dating, quoi. T'as 1 heure pour
séduire les gens, avoir la bonne attitude, faire les bons choix. Donc c'est cool, mais parfois c'est très dur. J'ai ouvert pour David Guetta à Dubaï. Je crois que honnêtement, sincèrement, j'ai fait un des meilleurs sets de ma vie. Mais tu peux pas enlever que les gens attendaient David Guetta. Donc quand j'arrête puis que la lumière s'éteint, et ne serait-ce que quand il rentre dans la cabine DJ, les hurlements. Ah ouais, donc en fait, il a gagné avant même de mettre le moindre morceau. Mais ça, après, voilà, c'est la pression que c'est d'être connu, d'être une célébrité, etc. Donc j'espère qu'on aspire à ça un jour. Ouais. Moi, en tout cas, ce qui me motive, c'est pas d'être connu. Ce qui me motive, c'est c'est plus l'impact. D'avoir un impact. T'arrives, tu joues le morceau que t'as créé des mains et les gens le chantent. C'est incroyable comme folie, feeling. Quoi. Donc ça m'est déjà arrivé quelques fois. Il y a des morceaux qui ont bien marché. Je me retrouve dans certains territoires où les morceaux que j'ai pu faire sont des hits. J'ai senti ce que c'était et ça donne envie, quoi. Ça donne envie d'en faire plus, ça donne envie de faire plus gros. De tous les morceaux que tu as créés, c'est lequel qui te... je suis sûr qu'ils te parlent tous d'une façon différente et tout ça, mais c'est lequel donc t'es le plus fier? J'ai fait un morceau... en fait, j'ai travaillé avec une chanteuse qui s'appelle Darla Jade, qui est un petit peu la voix de mon projet. Pour moi, c'est vraiment... si j'avais pu... définir ce que c'était la voix de ce que j'avais envie de dire, c'était elle, quoi. Et j'ai eu de la chance parce que des fois, tu sais, quand t'es jeune artiste émergent et tout, tu contactes des gens et puis tu travailles avec les gens qui ont bien envie de bosser avec toi. J'étais, en tout cas à l'époque, pas du tout au stade de choisir sur mesure la voix que je voulais. Et il s'avère qu'elle s'est mise en travers de mon chemin. Nice. Et c'est extraordinaire parce que le feeling que je mets, moi, dans ma musique ou dans le climat de musique que je recherche, c'est la texture de sa voix, c'est ses mots. Et ça, c'est un fit parfait. Moi, sa voix me détruit, quoi. Et en fait, quand les gens entendent sa voix, là, maintenant, ça les rappelle à moi. Ah, ça, c'est probablement Nico. Donc, en fait, il y a forcément des éléments signatures dans ma musique, mais elle fait absolument partie de la direction artistique qu'on a créée autour de mon projet. Donc, il y a des morceaux qu'on a fait avec elle. Le premier morceau que j'ai fait qui a marché, qui s'appelle Monster, je vais dire je lui dois, c'est-à-dire que c'était pas un style de musique qui marchait, c'était pas la bonne période pour sortir ce morceau, mais on a mis tellement de cœur tous les deux qu'on a trouvé du public. C'était génial. C'est-à-dire que moi, là, je me suis dit, mais attends, cette musique-là peut plaire. Et il faut en faire d'autres. Donc on s'est rappelé, on s'est assis, et puis après c'est devenu un peu mon son signature. C'est vrai que sur le principe, c'était pas la musique du moment. Moi, j'étais persuadé que ce truc de pop mélancolique, avec une voix, Darla a vraiment une voix pop rock anglaise, avec un beat africain. Enfin, personne faisait ça. Tu vois. Donc on pouvait pas savoir l'impact que ça aurait. Et quand c'est sorti, on s'est fait déborder de messages, de propositions, de labels. Je l'ai même appelé, je lui ai dit, écoute, faisons un duo. Produit, tu chantes, tu vois, Everything But The Girl. Il y a eu des bands comme ça. Et on aurait pu tourner. Moi, je mixais, elle chantait, on faisait du live, etc. Elle faisait un projet solo, un album, etc. Donc ça s'est pas fait, mais en tout cas, tout ce qu'on a pu faire ensemble, et on en a fait un autre après qui s'appelle Ghost in Me, qui est pour moi le meilleur morceau que j'ai pu faire de ma vie. Mais le morceau n'a pas marché. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que moi, il me plaît et je suis super fier qu'il soit dans ma discographie. Et puis aussi, voilà, faut avoir conscience que quand tu sors un morceau, c'est perpétuité, quoi. Je veux dire, le morceau peut peut-être trouver son public dans 15 ans, dans 20 ans. C'est vrai, ouais. Donc, bon, pour l'instant, il n'a pas trouvé son public, en tout cas à la hauteur que j'avais pu imaginer. Et ça, c'est vraiment le morceau qui m'a le plus touché. Ghost in Me. Ouais. Est-ce que t'as une durée de set en tant que telle que toi, tu préfères quand ça soit 60 minutes, 120 minutes, quoi que ce soit? Moi, honnêtement, je pense qu'il faut que ça soit au-dessus de 3 heures. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, dans les contrats, les DJ veulent jouer le moins possible. Maintenant, je vois des sets de 50 minutes, de 45 minutes.
qu'est-ce que tu veux raconter? Sincèrement, le temps que tu prennes le pouls, que tu comprennes qui t'as en face de toi, tellement de paramètres. Enfin, je veux dire, là, tu vois, on fait Igloo Fest jeudi. Ouais. Est-ce qu'il va faire -30? Est-ce qu'il va neiger? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que les gens seront au rendez-vous? Enfin, il y a tellement de scénarios possibles que il va me falloir forcément une petite demi-heure pour comprendre ce qui se passe. Bah oui, c'est sûr. Donc, non, je pense que 1 heure pour comprendre, la 2e heure pour stabiliser, établir, et la dernière heure pour finir en beauté. C'est ça qui est beau aussi. Ouais. Moi, c'est ce que j'aime le plus, c'est finir le set. Là, ça fait 2 heures que c'est intense, 2 heures que les gens s'amusent et dansent. Et puis là, on va essayer progressivement de calmer le truc et puis d'aller vers un grand final avec beaucoup d'émotions, avec des classiques, etc. Moi, en fait, j'attends ce moment. En fait, si je joue 1h30, ce moment n'arrive pas. Donc, en fait, il me faut la 3e heure, la 4e heure pour qu'à un moment, je puisse rentrer. Enfin, je sais pas, comme je te disais tout à l'heure, tu joues un Shadé, tu joues un Stevie Wonder, tu joues un truc de... C'est pas un truc de soul pour clore la soirée. Grand moment de... Tu vois, ça fait du bien, quoi. Un truc fédérateur, euphorique, un peu comme ça, nostalgique et tout. Moi, j'attends ce moment-là. Pour moi, c'est fou, genre... récemment, dans les dernières années, à quel point, genre, la chanson de ABBA, tu sais, Give Me a Man After Midnight, comment est-ce qu'elle est revenue dans tous les sets? Je comprends complètement. Là, il y a un remix en ce moment qui tourne de I Will Survive. Ouais. Mais qui est extraordinaire. Ouais. Le gars est hollandais, David McKay. Donc, il dénature pas, tu vois, la chanson de Gloria Gaynor. Et je sais pas, je l'ai jamais mis, mais j'imagine en fin de soirée. Ah bah ouais. Ce truc comme ça, tu vois, immense chanson euphorique. En plus, nous, Français, c'est notre chanson de... Ouais, quand on a gagné la Coupe du Monde, c'était notre chanson. Ouais. Donc, je sais pas, je me dis, mais attends, tu finis la soirée avec ça, c'est énorme. Ou ABBA, ne serait-ce d'avoir tout le monde qui chante. Sing-along, tu coupes la musique, tout le monde est là, tu vois, ce grand moment. Et en fait, ce qui est fou, c'est que dans la musique moderne, je crois pas qu'il y ait de chansons qui peuvent procurer ce même feeling. Éventuellement... aussi iconique, quoi. Genre, bah ouais. Un truc il y en a 2-3, tu vois... I Follow River. Ouais, bah ouais. Tu vois, bon, ça, c'est impactant. Ouais. Vraiment, les gens, tout le monde la connaît, tout le monde va la reprendre en chœur, etc. Il y a quelques trucs quand même. Ouais. Mais ouais, je crois qu'il faut revenir, en tout cas dans la musique disco. C'est vraiment le truc le plus fédérateur. T'as vu, Céron, il a sorti récemment, en fait, c'est genre disco symphonie ou je sais pas quoi. Ouais, absolument. C'est quand même assez cool, genre ce qu'il a fait. Ouais, il a à Paris avec la Philharmonie de Paris. Il a repris tous les morceaux. C'est extraordinaire. Bah avec toutes les technologies et tout ça, où est-ce qu'on s'en va? Évidemment, je suis sûr que t'as commencé à dive in un peu avec l'intelligence artificielle. Un petit peu. Après, comme je te disais, moi, j'ai toujours été vraiment réfractaire aux nouvelles technologies. Moi, je suis pas... Donc toi, t'es un late adopter. Ouais, franchement, ouais. Je suis un peu le dernier à monter dans le wagon des trucs. Donc pareil, tu vois, on m'en a parlé. Mais attends, tu te rends pas compte, tout ce qu'on peut faire avec ça, etc. Et là, ça y est. Bon, alors, encore une fois, c'est déjà établi. Il y a plein de gens qui travaillent déjà avec ça. Moi, je m'y mets un petit peu. Alors, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, et c'est pas terrible, on y reviendra après, mais des fois, tu vois, il y a des morceaux que j'adore. Ils vont avoir, tu vois, un jeu de batterie ou un son particulier que j'aime. Et maintenant, en fait, tu peux exporter les stems de la chanson. C'est-à-dire qu'en fait, tu lui envoies et puis tu dis, bah, je veux la guitare de ce morceau. Ouais, c'est fou. Et donc, en fait, moi, des fois, c'est vrai, quand il y a un grain d'un truc qui me plaît, je vais le voler dans un des morceaux que j'adore. Mais ça rejoint, moi aussi, en tant que compositeur, voilà, est-ce que j'aimerais que quelqu'un vole une texture que je suis allé enregistrer avec un super musicien dans un studio, etc. Je sais pas. Il y a là quand même la question de la création, des droits d'auteur, de l'originalité. Donc maintenant, est-ce que tu peux, sans aucune sanction, sans aucun impact, voler des parties à la fois musicales ou copier? C'est vrai que maintenant, j'ai un ami qui a sorti une reprise d'un groupe de rock.
Et il a chanté lui-même dans le micro. Et après, il a dit, chante-moi à la manière de Phil Collins. Ouais. Et t'as l'impression que c'est Phil Collins qui chante. Bah ouais. Et le problème, c'est qu'à la base, moi, je serais quand même d'avis d'essayer de clearer, c'est-à-dire d'appeler Phil Collins, si tu veux faire une reprise, dire voilà, j'ai fait une réadaptation de ta chanson, est-ce que tu m'autorises à le faire? Oui, non. Ouais. Plutôt que, bon, bah là, on va pas s'embêter à lui poser la question, on va piller son œuvre, on va chanter comme lui, et on va le sortir. Alors ça, c'est vrai que pour moi, il y a un vide un petit peu légal. Je sais qu'en Angleterre, là, ça commence à bouger. Je sais pas si tu as vu l'album avec les 1000 Oui. les 1000 musiciens qui ont sorti l'album Silencieux. Ouais. Donc voilà, honnêtement, je pense qu'à terme, ça sera... Je pense qu'il faudra le prendre comme une aide à la création. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as envie d'avoir un son de clarinette sur ton morceau. Tu connais personne autour de toi qui joue de la clarinette. Voilà. Tu mets ça dans l'AI, on te renvoie quelque chose que, tu vois, voilà, j'aimerais que tu joues cette mélodie à la clarinette. Hop. Si on le prend comme une solution, une aide à la création, ouais. Si on vole les créateurs, je trouve que c'est pas terrible. Ouais, c'est sûr. Mais je pense que c'est une zone grise parce que, bon, à la base, on crée vraiment rien, on s'inspire tout le temps. Oui, en fait, ça revient au même, mais c'est vrai qu'au final, à l'époque, il fallait quand même les compétences. Ouais, maintenant, c'est trop facile. Ouais, voilà. Je sais pas, moi, comme je te disais, moi, je suis fan de Shadé, par exemple. Ouais. Très fan. Donc, il y a des sons de basse, tu vois, un peu comme ça, slap et tout, que j'adore. Il fallait quand même le trouver. Moi, je joue pas de basse, donc il fallait le trouver, le bassiste qui allait venir avec le bon ampli, te faire la basse à la Shadé, où fallait un niveau de compétence ou un niveau de musique ou de solfège, etc. Donc, je trouve que c'était bien, tu vois, quand même, de forcer les gens à travailler pour obtenir le résultat qui pourrait se rapprocher de leurs idoles, tu vois. C'était cool. Aujourd'hui, si tu peux le faire en 3 minutes sur Internet, ouais, c'est sympa. Je sais pas. Il faut c'est un vaste débat, mais tu vois, par exemple, je disais Shadé, j'adore. Je suis allé sur ChatGPT pas plus tard que la semaine dernière et je réfléchissais à faire des nouvelles chansons pour l'album. Et j'ai dit à ChatGPT, voilà, j'aimerais écrire une chanson sur mon fils et à la manière de Shadé. Cliquez, boum, ça t'a sorti une chanson incroyable. Ouais, non mais incroyable, c'est fou, hein. À la manière d'eux, mais vraiment. Ouais. C'était les mêmes formules, les mêmes tournures, la même poésie, etc. C'est complètement fou. Je me dis, waouh, ça m'a limite fait peur. Pour te dire, j'aurais absolument pu prendre la chanson et puis la sortir. Et je me suis dit, non, ça va pas. C'est trop. Tu vois. Ouais. Non, mais voler l'intention de quelqu'un. C'est sûr. C'était beau, c'était clean, ça aurait pu marcher. Non, mais je pense que il va falloir définitivement avoir des guidelines par rapport à ça parce que là c'est un peu trop nouveau. 100%. Puis moi j'ai aussi créé des mélodies super cool. Tu vois, je sais pas, on a fait un morceau Ethnica qu'on a fait qui marche très bien. Donc le gimmick est hyper connu. Imagine demain t'as quelqu'un qui sample ça, qui le refait, qui utilise le même synthé puis qui change 3 notes et qui fait un carton avec. On va dire, mais attendez, c'est nous ça. Tu vois, il va falloir à quel moment on va rentrer dans qu'est-ce qui est de la copie, qu'est-ce qui est de l'intention, qu'est-ce qui est de... Ça a toujours existé, hein, le sampling. Tu vois, les Daft ont samplé l'intégralité des trucs de disco. Ils ont fait des cartons avec. Mais ce que j'aimais chez eux, c'est qu'ils copiaient des intentions ou qu'ils copiaient des grains de musique, mais ils faisaient d'autres mélodies avec. Qu'ils samplaient, ils déstructuraient et puis ils recréaient de la musique. Voilà. Donc ça, à la limite, je pense que ça peut être intéressant. Et pour toi, what's new, what's next? Qu'est-ce que tu es en train de travailler sur quoi? Alors écoute, on a fait un truc complètement fou l'année dernière, c'est qu'on a sorti un album. Quand même, je veux dire, 2024, artiste électronique sortir un album, c'est carrément de la folie en termes d'implication, de temps, de business. Aujourd'hui, l'album, à l'époque, tu allais dans les médias défendre ton album, etc. Mais aujourd'hui, chaque morceau, tu as une durée de vie de 3 jours. Donc c'est vrai, quand tu arrives avec un objet aussi gros qu'un album, comment tu fais pour le promouvoir, etc. Mais ça avait été super bien accueilli.
Et ça a marché mieux que ce qu'on imaginait. Donc la maison de disques est revenue vers moi. Tu veux faire un deuxième album? Oui. Nice. Voilà. Donc je pense que c'est encore plus de la folie d'en faire un deuxième. Mais du coup, je me relance dans la production d'un deuxième album. Donc Très partie cool. d'infime partie des producteurs qui se lancent à faire des albums électroniques. Mais je pense que ça revient à ce que tu disais, c'est que tu peux raconter une histoire, quoi. Absolument. Parce que Il peut y avoir une thématique, avec peut y avoir un single, tu sais, c'est difficile. C'est ça. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'il faut s'efforcer à ce que les 10-12 morceaux de l'album soient homogènes, Ouais. mais à la fois différents pour pas faire tous soit les mêmes. Donc, il y a un enjeu un peu artistique et il y a une saveur particulière que moi, j'adore. Donc, on s'est relancé là-dedans. On a sorti un premier single qui s'appelle Compromise. Mm-hmm. Et là, cette semaine, on sort un deuxième single qui s'appelle With You. Mm-hmm. Et qui est vraiment un hybride de musique. Donc, c'est un peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc, voilà, c'est toujours un peu stressant parce que tu sors un morceau puis tu sais pas du tout comment ça va être reçu. Donc là, c'est un peu Drake vibe, tu vois, un peu vocal R&B. Okay. Découpe de voix, Fred Again, piano, un truc un peu mélo. J'adorais un morceau comme ça de Duke Dumont qui s'appelait I Got You. Ah oui, ben voilà, c'est un peu, tu vois, I Got You, mais Drake qui chante, mais bon, on sait pas trop ce que c'est. Donc ça passe ou ça casse, clairement. Ouais. Parce que c'est nouveau, c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en même temps, j'ai l'impression d'apporter de la nouveauté et de mettre une proposition artistique sur la table. Bah aussi, ça te garde engagé, quoi. Ah bah complètement. C'est toujours... C'est excitant. C'est excitant. Là, on va le release et puis le lendemain matin, je vais voir si les gens se jettent dessus ou s'ils comprennent pas ce que j'ai voulu dire. Ouais. Et c'est quand même passionnant. Bah tu vois, j'ai vu le reportage d'Avicii quand il a amené le nouvel album Country, il s'est fait huer. Et la semaine après, il y a des gens, mais il est bien. C'est quand même très bien. Et puis c'est devenu l'album de la décennie. Ouais. Donc voilà, essayer de faire bouger un peu les lignes, garder le climat habituel, mais avec une nouvelle approche de production. Et ça résonne. Les paroles de la chanson, c'est I don't want to waste my time, I just want to spend some time with you. Ça rejoint aussi la période que je vis en ce moment, c'est-à-dire faire un petit break. Un peu plus de temps pour toi, pour tes relations. Pour moi, s'occuper des miens. Ouais. Donc c'est vraiment ça que il y a aussi moi ça me touche forcément toujours. Chaque morceau me touche quand on le sort, mais c'est vrai que dès qu'il y a un peu de texte ou de contexte, etc. Donc là c'est cool. Tu vois, on a commencé la promo. Il y a une image de moi qui joue ici à Lustigaz avec mes parents. Là on a fait un truc avec mon fils. C'est vraiment ça. Le With You, c'est vraiment les miens, the loved ones, tout mon entourage, parce que franchement on en a quand même vraiment besoin. Bah oui. Je voulais terminer la conversation avec quelques questions qui m'ont été en fait posées sur Instagram. Parfait. Donc là, il y a ça, c'est une question qui est pas related du tout à la musique, mais il y a Daniel qui te demande genre quel est ton club de foot préféré? C'est Marseille. Et en plus, je connais le Daniel en question. Ah ouais. C'est ça, ouais. Non, forcément. Je suis très foot. En fait, je suis très sport et très foot. Et moi, comme je t'ai dit, j'ai grandi dans un petit village du sud de la France. Ouais. Et à côté de chez nous, vraiment le seul gros club qui rayonnait à l'époque, c'était Marseille, quoi. Mm-hmm. Donc nous, on allait en famille. Moi, avec mon père, on allait au stade. Et c'était vraiment ça me ramène à des souvenirs incroyables. Et on a pu jouer. Il y a quelques années, j'ai pu mixer, moi, dans le stade de Marseille, stade Vélodrome de Marseille. Incroyable, ça. Donc là, la boucle était bouclée, quoi. Vraiment, mes parents étaient là, mon club, les souvenirs, trop bon. Il y a Alex qui est, en fait, DJ ici à Montréal. Charlotte Alex. Il me demande, sachant que toi, tu fais beaucoup de tournées et tout ça, c'est quoi que tu vois comme le prochain trend dans DJing? Je pense que le prochain trend en musique, ça va vraiment, à mon avis, alors là, on était sur des trends en tout cas house. Là, je parle vraiment de maniche, mais c'était globalement assez lent, assez sexy. Je pense qu'on va revenir vers des trucs un peu plus high BPM. High BPM, euphorique, disco, fédérateur. Je pense que tu vois ce que fait
Another, par exemple, pour moi, ça va y venir. Parce que les gens, ils ont quand même envie de ce côté, tu vois, happy, de prendre la vibe, de danser, de revenir à la danse, etc. Et c'est vrai que là, on est plus, dernièrement, et je m'inclus parce que c'est la musique que je fais, mais on est plus dans des moods, tu vois. Les gens, ils se promènent, ils chillent, ils s'habillent. C'est en fait c'est de la musique de lounge, quoi. Tu lounge. La musique de lounge, mais qui se joue maintenant devant 20 000 personnes. Ouais, exact. Ouais. C'est un énorme paradoxe parce que ces scènes-là n'ont pas été faites pour cette musique. Oui. C'est-à-dire que tu as des gens qui chillent devant des scènes énormes. Donc pour moi, ce truc-là, ça ne peut être qu'une bulle parce que ça n'a pas été pensé pour ça. Et je crois que les gens ont quand même envie, en tout cas quand ils sortent et tout, ils ont quand même envie de se déchaîner. Donc la musique très hard, techno, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Amélie Lenz, Charlotte DeWitt, etc. Je pense que ça va devenir, ça devient en tout cas de plus en plus mainstream. Avant, c'était vraiment niche. Les gens, tu vois, le commun des mortels n'allait pas en soirée techno. Ouais. Mais là, je trouve que ça devient très cool parce que pareil, tu vas te vider la tête, tu te fais exploser pendant 2 heures, etc. Et cette partie, comme je te disais tout à l'heure, je pense, on se prend moins au sérieux et on joue des trucs un peu plus funky, un peu plus rapides, je crois. Nice, merci. Dernière question. Il y a Jules qui nous demande, est-ce que tu feras d'autres tracks avec Emria? Ah oui, complètement. Ouais. Ah ouais, complètement. Mais alors là c'est vraiment la magie c'est la magie de la musique parce que je crois, bon, elle nous dira, elle nous confirmera, mais je crois qu'elle ne se considère pas comme une chanteuse. Ok. C'est-à-dire que elle est venue au studio, j'aime bien écrire, j'aime bien chantonner, etc. Mais en fait, c'est une chanteuse d'exception. En fait, c'est incroyable. Moi, j'adore quand les gens n'ont pas la conscience du talent qu'ils ont. Du talent qu'ils ont. Ouais. Combien de messages on a reçus, combien de gens ont été transpercés par la voix de Michel. Ouais. Mais c'est incroyable. Ouais. Sincèrement, je suis tellement heureux d'avoir pu sortir un truc avec elle et puis qu'elle puisse montrer ça à sa famille, à ses potes, et puis éventuellement que ça lui donne envie d'en faire plus. Bah ouais. Parce qu'il y a des choses à dire. Bah ouais, mais juste le fait que tout le monde pose des questions par rapport à ça. Ah non, c'est trop. Ah, c'est trop fort. Ah non, c'est trop fort. Et puis elle chante en français. Elle chante en anglais. Elle chante en espagnol, là, sur notre morceau. Elle chante en arabe. Enfin, il y a tellement de choses. Elle écrit des poèmes, des poésies. Elle fait des vibes, elle est capable d'inventer, etc. Enfin, le potentiel est illimité. Vraiment, moi, je suis son premier fan. Ouais. Et je suis tellement heureux. J'ai pu profiter de l'étincelle, tu vois, de son talent sur un de mes morceaux. Et ouais, 100%, faut qu'il y en ait d'autres. 100%. Bah écoute Nico, ça a été un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi. Moi je suis un de tes grands fans. Je suis un des 3000 là sur Spotify qui t'écoute. C'est bon à savoir. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui et puis à la prochaine. Ouais, merci. Très vite. Allez.